Bonjour et bienvenue sur ce cours des automates programmables industriels. Le cours contient des exercices, donc allez chercher un papier et un crayon pour les faire ensemble. Aujourd'hui, nous allons voir les API, les types de PLC, la structure interne d'un PLC, l'adressage, les instructions de base, le traitement du programme, comment il se fait, et les temporisateurs, compteurs et le binaire. Un automate programmable industriel. En français, on va les surnommer les API et en anglais, ça va être PLC pour Programmable Logic Controller. Bon ben, le terme le plus souvent utilisé, c'est le PLC. Au début, je vous ai dit API, pour que vous compreniez bien qu'on parle des automates programmables industriels, mais à partir de maintenant, on va dire PLC. Il existe beaucoup de compagnies qui font des PLC. Voici les majeures compagnies qui en font. En Nord-Amérique, vous allez retrouver le plus souvent des Allen Bradley et des Siemens. En France, j'ai plus souvent croisé des Schneider Electric. Ces compagnies-là vont fabriquer deux types de PLC. Généralement, ça va être des systèmes monoblocs et l'autre, ça va être des systèmes modulaires. Donc, système monobloc, le PLC n'est pas modifiable. On va avoir tout en un. On va avoir le power supply, CPU, etc. On va avoir tout ensemble dans un seul bloc. Et le système modulaire, comme nous, on va l'utiliser. Donc, on va pouvoir utiliser les entrées, les sorties, les systèmes de communication. On va pouvoir tout changer ça dans un système modulaire. À l'intérieur de ce PLC, on va utiliser le langage de programmation ladder. Comme ici, on voit un petit peu un exemple de programmation qu'on va avoir à l'intérieur de notre logiciel RS Logic 500. Donc, ça ressemble pas mal à ça, ce que vous allez faire durant la session. Le Allen Bradley SLC 500, c'est celui qu'on va utiliser à la fin de la session. Donc, pour le robot avec le bras automatisé et notre aspirateur pour faire des recettes pour le projet d'intégration. Donc il ressemble à ça, assez gros, et vous voyez qu'il est modulaire, okay, avec le basic, input, output, etc. Tout ça, ce sont des modules que vous pouvez retirer ou ajouter vraiment facilement. On va regarder maintenant à l'intérieur de ce SLC 500. Donc la partie centrale de l'automate, ça va être évidemment le processeur qu'on va pouvoir retrouver ici dans ce slot. Et dans ce processeur, on va avoir le CPU et la mémoire interne. Ensuite, deuxième élément, le power supply qu'on va pouvoir retrouver juste ici. Ensuite de ça, le programming device. Donc, programming device, on va pouvoir avoir du RS-232 ou de l'Ethernet pour pouvoir programmer justement ce CPU-là avec le logiciel. On va avoir une communication interface, donc on peut rajouter des écrans et des modules d'interaction pour pouvoir directement modifier le programme ou les éléments dans notre automate. Ensuite, on va avoir le Remote I/O comme module. Donc ça va être à l'intérieur de notre SLC, de notre processeur, pour pouvoir rajouter ou enlever facilement des modules d'entrée ou de sortie. Donc vous voyez ici, dans notre automate, on a différents modules. Donc ça va être des modules d'entrée ou de sortie. Donc en fonction de notre application, on va enlever ou changer des modules. Donc soit on va avoir de l'analogique par exemple, ou du numérique, on va avoir toutes sortes en fait de modules qu'on peut rajouter en fonction du robot ou en fonction du système à programmer. Donc ça fait pas mal le tour de la configuration de l'automate. Dans un PLC, on va toujours avoir 4 grandes parties. Donc le processeur, la zone mémoire, les interfaces d'entrée et de sortie et l'alimentation. Donc on retrouve ici dans la partie commande l'interface des entrées,
la mémoire, la carte d'entrée-sortie et le processeur et l'interface des sorties. Ensuite, on va avoir la partie opérative du côté des sorties où ça va être nos préactionneurs. Et du côté des entrées, eh bien, on va avoir des capteurs ou des détecteurs. Puis à chaque fois, en fait, on va passer par les capteurs détecteurs. On va avoir l'interface d'entrée, donc les modules que l'on a rajoutés sur notre automate. Ensuite, on va rentrer dans le CPU, dans le processeur de notre automate qui va avoir tout le programme et qui va faire la logique à l'intérieur de la partie commande. Évidemment, l'alimentation. Puis ensuite, le automate va envoyer des ordres à l'interface de sortie, donc dans notre module de sortie. Et ce module-là de sortie est raccroché à nos préactionneurs sur notre système automatisé. Les interfaces d'entrée et de sortie, comme je vous ai dit, elles sont modulaires. Donc, vous pouvez avoir différents modules en fonction de votre application, bien évidemment. Donc, vous pouvez avoir des contacts secs, donc comme des interrupteurs, hein, de l'analogique en tension et de l'analogique en courant. Donc, c'est pas mal les trois possibilités, donc que ce soit en entrée ou en sortie. Okay? Pour l'exécution d'un programme dans un automate, vous allez avoir la possibilité de découvrir le logiciel RS Logic 500 dans le laboratoire de jeudi. Mais ici, c'est en gros, c'est une page où vous allez pouvoir faire votre programme et ce programme-là, vous allez l'envoyer dans votre automate. Puis votre automate va faire la conversion et pour pouvoir faire l'exécution, en fait, vous avez deux choix. Donc, soit l'exécution de manière matérielle, donc avec un sélecteur. Donc ici, vous le mettez en mode run. Donc, quand vous étiez en mode, quand vous programmiez votre schéma ladder, vous étiez en mode programmation. Et ensuite, vous le switchez en mode run. Ou alors, vous le mettez en mode remote. Puis, le mode remote, en fait, vous pouvez l'exécuter via le logiciel. Donc avec le logiciel, ici, vous allez avoir plusieurs possibilités et finalement le contrôler à distance. Donc soit vous le mettez en mode run, pas à pas, etc. Puis vous allez pouvoir tester en fait votre programme, voir s'il fonctionne bien. Afin de ne pas se perdre dans les entrées et les sorties, on va avoir ce qu'on appelle le principe d'adressage. Donc on va avoir par exemple le dispositif d'entrée externe, donc le module d'input. On va pouvoir le brancher avec des interrupteurs, des boutons poussoirs et chacun de ces interrupteurs et boutons poussoirs vont avoir une adresse. Ces adresses-là vont pouvoir être utilisées dans le schéma ladder qu'on va faire pour programmer à l'intérieur de notre automate. Puis ici, vous avez votre sortie. Cette sortie-là aussi a une adresse et donc on va la retrouver dans notre module de sortie. Donc les adresses vont permettre de ne pas se perdre et de savoir qui est branché où. Dans la mémoire de notre automate, la mémoire interne, on va avoir une classification. On va avoir la mémoire de programme qui va servir pour la logique puis les calculs de notre programme, puis la mémoire de données. Donc on va retrouver toutes les outputs, input, bit, timer, counter, etc. pour pouvoir garder en mémoire en fait le statut de toutes ces données-là. À l'intérieur de notre mémoire de données, on va pouvoir retrouver différents types de fichiers. Donc les entrées, les sorties des modules qu'on a ajoutés à notre automate. Puis on a aussi des binaires, des temporisateurs, des compteurs, des nombres entiers, des virgules flottantes. Donc toutes des fonctions qui sont à l'intérieur de l'automate directement. Pour se retrouver dans tout ça, on va avoir besoin de faire un adressage. Donc, pour faire un adressage, on a besoin d'une adresse qui va se décomposer comme ceci. Donc, le X, ça va correspondre au type de fichier. Donc, si c'est un input, output, binaire, etc., on va mettre la lettre qui correspond. Donc, par exemple, pour un input, ici, on va mettre un I à la place du X. Ensuite, on a deux points, N, grand N.
grand N correspond à l'emplacement du module. Donc on va regarder physiquement l'emplacement du module. Donc par exemple si c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc comme je vous ai dit, on regarde pour input. Donc input ici, le input c'est ce module-là. Donc c'est le 2. Donc dans la place du grand N, on va mettre un 2. Puis ensuite, slash, emplacement du bit. Donc vous regardez ici sur le module, on a plein de petits chiffres. Et bien à l'intérieur, on va pouvoir brancher notre fil sur un de ces petits chiffres ici. Donc le petit chiffre sur lequel vous avez choisi de brancher votre entrée, eh bien, va correspondre à l'emplacement du bit. Donc par exemple le bit numéro 3 ici. Donc notre adresse ressemblerait à i 2.2/3. Pour faire un exemple un petit peu plus diversifié, on va regarder un automate ici avec 6 slots, ou fentes en français. Le module d'entrée se trouve au slot numéro 2 et le module de sortie se trouve au slot numéro 3. Donc on voit bien input et output. Donc, le module d'entrée, on va avoir 24 volts VCC, on va avoir 24 VCC et 16 points de tout ou rien ou contact sec. Donc on va pouvoir avoir 16 entrées qui vont pouvoir se connecter sur notre module d'input. Et pour notre module de sortie, on va avoir 120 VAC et 16 points de tout ou rien ou contact sec. Donc on va pouvoir rajouter ici 16 sorties sur notre automate. Donc si on regarde par exemple l'adresse de notre contact on-off. Donc première information, on sait que c'est sur le input module. Donc ça va être i, 2 points. Ensuite on regarde le slot physique. Bon ben le slot physique, ça va être 2. 2. Et là, on va regarder sur quel bit, quel point est branché notre contact. Donc, il est branché sur celui-ci. Et si on regarde la petite porte, on voit qu'il est sur le input 0. Donc, 0 ici, on le retrouve. Et on va pouvoir le mettre dans notre adresse. Voilà comment on va pouvoir faire notre adressage. Par exemple, pour le capteur de niveau haut, donc toujours sur i, 2 points, et là on regarde l'adresse, l'adresse est au i12, donc on va mettre 12. Voilà l'adresse du côté des inputs. Maintenant on va aller du côté des outputs. Par exemple pour notre moteur va être O pour output, 2 points, ensuite on regarde le slot. Donc le slot est le numéro 3, 2.3, slash, et là, le moteur est relié juste ici. Donc, ça correspond au 1. Donc, au 2.3/1. Maintenant, on peut regarder la lumière du niveau haut. Ici, elle est branchée ici. Donc, pareil au 3. Ça va être la même chose. C'est juste le bit, en fait, qui va changer, puisque le branchement n'est pas au même endroit. Et là, output 13. Donc, au 2.3/13. Voilà comment on va pouvoir faire l'adressage des modules d'input et d'output sur un automate directement. Pour ce premier exercice, on va faire un exercice sur un automate monobloc. Donc ici, l'emplacement n'est pas modulaire, on n'a pas de slot. Donc on peut considérer que l'emplacement du module est au niveau 0. Donc je vous conseille de mettre cette diapositive en pause, puis vous pourrez faire cet exercice. Je vais vous donner la réponse par la suite. Pour les réponses de cet exercice 1. Alors, on va regarder, le branchement est un peu différent par rapport aux automates modulaires, mais on peut regarder où est-ce que nos contacts, nos boutons poussoirs sont branchés. Donc pour le bouton A, il va être branché juste ici.
Donc ça c'est input et c'est le premier bit de l'input. Donc pour le A, ça va être I, 0 pour le slot comme je vous ai dit, et slash 0, puisque c'est le premier bit de notre module d'input. Ensuite, pour le B, c'est la même chose, I 2.0, et là le B, lui, il est relié à celui ici. Donc c'est le deuxième. Et pour le C, I 2.0 slash, et là on regarde pour le C est au bit numéro 3. Pour les lampes de sortie, elle est reliée à output 2.0 slash 1. Alors qu'est-ce qui se passe dans les modules d'entrée quand on ouvre ou quand on ferme un interrupteur ou un capteur, etc. Donc en fonction de là où ils sont branchés, eh bien ils ont chacun une petite case de mémoire. Par exemple, pour l'interrupteur ouvert ici, eh bien, il va enregistrer un 0 dans sa case mémoire qui correspond à la petite adresse d'entrée. Ensuite, pour un interrupteur fermé, donc vu que le courant passe, on va pouvoir mémoriser le résultat logique 1 dans la petite case mémoire. Pour les modules de sortie, ça va être l'inverse. On va prendre le résultat de la case mémoire pour pouvoir activer ou non l'adresse de sortie. Donc par exemple, quand on a un résultat logique de 0, eh bien la sortie va être désactivée. Donc si vous branchez une lumière à la suite de ça, eh bien votre lumière ne va pas s'allumer. Par contre, si on a un résultat logique de 1, eh bien le courant va pouvoir passer et donc la sortie est activée. Pour ce deuxième exercice, on va déterminer les états de bits qui sont à l'intérieur de notre automate, donc à ces trois adresses-là. On va se demander est-ce qu'ils sont à 0 ou est-ce qu'ils sont à 1. Lorsque le bouton poussoir A n'est pas pressé, lorsque le bouton poussoir B n'est pas pressé et lorsque le bouton poussoir C est pressé. Je vous laisse mettre en pause. Pour le résultat, on va regarder le bouton poussoir A n'est pas pressé. Donc le bouton poussoir A n'est pas pressé, ça veut dire que en ce moment il y a du courant qui passe. Donc s'il y a du courant qui passe, c'est que on envoie un signal de 1 dans notre adresse. Ensuite le bouton poussoir B n'est pas pressé. Donc s'il n'est pas pressé, ici, eh bien le courant ne peut pas passer. Donc on envoie un 0. Ensuite le bouton poussoir C est pressé. Donc là, le bouton poussoir est pressé, ça veut dire que le courant va pouvoir passer. Donc, si le courant passe, on va pouvoir envoyer un 1. Pour le prochain exercice, on va déterminer l'état de bits aux bits 3 et 5 du slot 1 pour les inputs, pour un capteur de niveau et un capteur de pression. Donc si on regarde au niveau du schéma, le capteur de niveau eh bien, s'enclenche à 2 pieds et le capteur de pression s'enclenche à 37 PSI. Puis là, on nous dit que en ce moment, le niveau détecté est de 3 pieds et la pression détectée est de 14 PSI. Donc on veut savoir est-ce que on reçoit un 1 ou à 0 dans notre module d'entrée. Je vous laisse mettre en pause. Pour les résultats, donc si on regarde notre capteur de niveau, il s'enclenche à 2 pieds. Par contre, on nous dit qu'on a 3 pieds. Donc ça veut dire qu'il est enclenché. Donc là, il va venir s'ouvrir. S'il s'ouvre, le courant ne peut plus passer. Donc si le courant ne peut plus passer, c'est que dans notre bit numéro 5 du slot d'entrée, eh bien on a un 0 qui est envoyé. Pour la pression, on est à 37 PSI pour le seuil d'enclenchement et on nous dit qu'on a une pression de 14 PSI. Donc en ce moment, le capteur de pression n'est pas enclenché,
donc le courant va pouvoir passer. Donc si le courant passe, c'est que dans notre bit numéro 3, on va avoir un 1. Voici les instructions de base en ladder. Donc à l'intérieur de notre programme de l'automate, on va utiliser des contacts NO, des contacts NF et des bobines de sortie. Ça se peut que vous voyez XIC, XIO et OTE. Ça correspond au même principe que nos contacts NO, contacts NF et bobines de sortie. Donc XIC, c'est examine if closed, XIO, examine if open, et OTE, là, c'est energized. Donc en gros, pour le contact NO, on va examiner si c'est fermé. Donc on examine si c'est fermé, le courant passe. Examine si c'est ouvert, donc si le contact est ouvert, on n'y touche pas, le courant passe. Et energize, donc énergiser, donc si le courant arrive dedans, et bien la sortie est bien active. Dans notre logiciel RS Logic 500, on va avoir ce qu'on appelle des surbrillances. Donc les surbrillances, ça va permettre de savoir si le courant passe ou pas. Donc par exemple, si on a un contact normalement ouvert à l'adresse I qui correspond à l'adresse I 2.4/6 et que dans la mémoire, on nous dit qu'elle est à 1. Donc ça veut dire que là, si on a un 1 dans notre espace mémoire, ça va venir enclencher notre contact normalement ouvert. Ça veut dire que le contact normalement ouvert va venir se fermer. On va venir l'activer, donc le courant va passer et donc la surbrillance va s'enclencher. Donc le courant passe. Contrairement à si on mettait un contact normalement fermé, okay, pour que le courant passe et pour qu'on ait une surbrillance, eh bien il faudrait avoir un 0. Okay, puisque si on a un 0, on ne touche pas à notre contact normalement fermé. Si on ne touche pas à notre contact normalement fermé, eh bien le courant passe. Okay? Donc si le résultat logique de la mémoire est 0, eh bien l'instruction est vraie, le courant peut passer. Par conséquent, le contact NF reste fermé. Donc quatrième exercice, pour appliquer ce qu'on vient de voir, on a 3 bits de mémoire d'entrée dans l'automate, donc x1, x2 et x3. Donc au lieu de mettre i 2.2/3, on a mis des x. Alors pour le premier bit de mémoire, le premier bit d'entrée, on a reçu un 0. Pour le deuxième, on a reçu un 1. Et pour le troisième, x3, on a reçu un 0. Donc là, on va devoir dessiner sur le programme ladder en bas ici, l'état de chacun des contacts. Donc s'il y a une surbrillance ou pas. Et on va déterminer également l'état du bit de sortie Y1. Je vous invite à mettre en pause. Donc pour les réponses, on vient de recevoir au niveau de X1 un 0. Donc X1, quand on a reçu un 0, on regarde le premier contact qu'on a sur notre schéma ladder, c'est un contact normalement ouvert. Donc quand on a reçu un 0, notre contact ne bouge pas, donc il ne se ferme pas, donc le courant ne passe pas. Donc il n'y a pas de surbrillance. Par contre, on a le deuxième sur la deuxième ligne. Le X1 est normalement fermé ici. Donc s'il est normalement fermé et qu'on reçoit un 0, on n'y touche pas, donc le courant vient passer. Donc là, on va avoir une surbrillance en vert. Le courant passe. Ensuite, pour le X2, on a reçu un 1 dans la mémoire. Donc un 1, on regarde la première ligne, le X2. Bon ben le X2 est un normalement fermé. Donc pour le normalement fermé, quand on envoie un 1, ben ça va changer l'état de notre normalement fermé. Donc ça veut dire que le normalement fermé va devenir ouvert. Donc il n'y a pas de surbrillance puisque le courant ne passe pas. Ensuite sur la deuxième ligne, on a un X2 avec un contact normalement ouvert. Donc si on a un contact normalement ouvert et qu'on reçoit un 1, eh bien ça va venir l'activer et donc ça va venir fermer notre contact normalement ouvert.
Donc là, on va avoir le courant qui passe et donc une surbrillance. Ensuite, au niveau du X3, donc le X3, on a un 0, on a reçu un 0, et c'est un contact normalement fermé. Donc si on a reçu un 0, c'est qu'on n'y touche pas, et vu qu'on n'y touche pas, eh bien le contact normalement fermé fait passer le courant. Donc pour la sortie, eh bien le courant peut passer par X2 normalement ouvert, X1 normalement fermé, et X3 qui est normalement fermé. Donc notre sortie Y1 est active. Exercice 5 qui va combiner ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc on va avoir des switches, puis des témoins lumineux, et on voit à l'intérieur le programme ladder. Donc on va dessiner les surbrillances sur le programme pour déterminer les états physiques, donc allumés ou pas, des deux témoins lumineux, si les deux boutons poussoirs sont activés simultanément par un opérateur. Donc, je vous invite à mettre cette vidéo en pause. Pour les résultats, donc première étape, ce qu'on va regarder, c'est les switches. Donc au niveau des switches, ce qui est envoyé par les boutons poussoirs. Donc là, on nous dit que on appuie sur les deux boutons poussoirs simultanément. Donc si on appuie sur le bouton poussoir A, eh bien le courant va venir passer ici. Donc si le courant passe, c'est qu'on envoie un 1 dans notre mémoire d'entrée. Je vais juste changer et mettre un petit 1 ici. Et pour la switch B, eh bien, si on appuie, eh bien, le courant ne passe plus. Donc si le courant ne passe plus dans l'entrée 0,7, eh bien, on va recevoir un 0. Alors maintenant qu'on a les données de mémoire d'entrée, on va regarder le programme. Donc le programme, le I12, donc le I12 correspond à la switch A. Donc on a reçu un 1. Donc si on reçoit un 1 avec un normalement fermé. Donc un normalement fermé, on reçoit un 1, donc là on l'active. Donc si on active le normalement fermé, eh bien le courant ne passe pas. En bas ici, on a l'autre I1.2 sur la deuxième ligne. Donc si on reçoit un 1 sur un contact normalement ouvert, ça veut dire qu'on veut venir le fermer, changer son état, et donc venir le fermer. Donc ici, on a le contact qui est en surbrillance, le courant passe. Ensuite, pour la switch B qui est reliée au I07, I07, on regarde, on a reçu un 0. Donc I07, première ligne, I07, si on reçoit un 0 pour un contact normalement ouvert, eh bien, on n'y touche pas, donc le contact ne se ferme pas, on n'a pas de surbrillance. Pareil pour la deuxième ligne, là c'est un contact encore normalement ouvert, donc si on ne n'y touche pas, on ne peut pas fermer le contact, donc le courant ne passe pas. Donc pour les deux sorties ici, eh bien le courant n'est pas passé, les sorties ne sont pas activées, et donc les lumières ne s'activent pas. Exercice 6, déterminer les états physiques, actionnés ou pas, des boutons poussoirs, en tenant compte du programme ladder ci-dessous. Le programme ladder, on a déjà mis les surbrillances. Donc en fonction des surbrillances, on va déterminer les états de la mémoire des entrées. Donc en fonction de notre programme, on va déterminer si les boutons sont actionnés ou pas et le statut de notre sortie Y1. Mettez cette vidéo en pause. Pour les réponses de cet exercice 6, donc on va regarder au niveau de notre schéma ladder en premier. Donc si le X1 est activé, si le courant passe, c'est qu'on n'a pas touché à notre contact NF, donc on a reçu un 0. Pour notre contact X2,
eh bien, il est activé, la surveillance est activée, donc le courant passe. C'est qu'on est venu fermer notre contact NO, donc on a reçu un 1. Même principe pour le X3 ici. Et on voit que notre Y1 est activé puisqu'il y a une surveillance, donc le courant y passe. Donc on a un 1 sur notre état de module de sortie. Donc là maintenant, comment faire en sorte qu'on reçoit un 1 ou un 0 en fonction de nos boutons poussoirs ici. Donc si on regarde, le bouton poussoir X1 qui est relié à X1, c'est notre bouton poussoir A. Donc pour recevoir un 0 dans notre X1, eh bien il ne faut pas de courant. Donc on ne touche pas à A. Donc A n'est pas appuyé. Ensuite X2, on a besoin de recevoir un 1 dans notre mémoire ici, dans nos automates. Donc pour envoyer un 1, on a besoin que le courant passe. Donc on a besoin que B soit appuyé. Ensuite, pour recevoir un 1 dans notre X3, donc le X3 ici dans notre état de mémoire, eh bien, on doit avoir du courant qui passe. Donc pour recevoir un courant, eh bien, on ne doit pas toucher à C, puisque c'est un normalement fermé ici. Donc notre C ne doit pas être touché. Puis ensuite, pour la lampe, donc Y1 ici, donc Y1 est allumé puisque c'est une lampe bien simple. Exercice numéro 7. Déterminer les états physiques actionnés ou pas des boutons poussoirs pour activer le témoin lumineux en tenant compte du programme ladder ci-dessous. Donc, à vous de mettre la vidéo en pause pour les résultats. Donc, ce qu'on veut, c'est que notre sortie ici soit activée, donc soit en surveillance. Donc, pour ici, là, le O2.0, puis il y a un petit 1 en bas. C'est juste que des fois, le 1, donc le O2.0/1, bien le 1 va se retrouver en bas du symbole. Mais c'est la même chose. Donc, on veut que notre sortie soit activée. Donc, pour que notre sortie soit activée, il faut que tous ces contacts ici soient activés. Donc, il y a du courant qui passe dedans. Donc, il y a de la surveillance ici. Alors, pour que la surveillance s'active dans le premier contact, donc dans I 2.0/0, eh bien, on a besoin de recevoir dans notre mémoire un petit 0. Ensuite, pour le contact NO, ici, on a besoin de recevoir un 1. Et dans le prochain contact, on a besoin de recevoir un 1. Donc, dans le 0, 0, ici, on a besoin de recevoir un petit 0. Dans le 0,2, on a besoin de recevoir un 1. Et dans le 0,3, on a besoin de recevoir un 1 aussi. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir recevoir un 0 dans la première entrée ici? Eh bien, notre bouton poussoir A, il faut qu'il soit poussé. Ensuite, pour le deuxième, on va regarder pour le B. Pour recevoir un 1 dans notre bit de mémoire, eh bien, il faut que notre B soit activé. Ensuite, pour le troisième, pour recevoir un 1, eh bien, notre C, ici, est un bouton poussoir normalement fermé, donc il envoie déjà un 1, le courant passe, donc le 1 est déjà envoyé, donc pas besoin d'y toucher. On relâche notre bouton poussoir. Le cycle d'opération et la scrutation de programme. Donc on va avoir 3 phases dans le cycle de scrutation. On va lire tout d'abord les entrées et les stocker en mémoire. Donc on va regarder toutes les statuts, les interrupteurs, comment ils sont, est-ce qu'on reçoit du courant ou on ne reçoit pas du courant, et on va stocker des 1 ou des 0 dans les bits de mémoire d'entrée. Ensuite, deuxième phase, lire les entrées en mémoire, donc ce qu'on vient de updater, et exécuter le programme en stockant les sorties résultantes en mémoire.
Donc sur la droite, on peut regarder la scrutation des programmes. Donc on a l'alimentation de part et d'autre, puis on regarde le flux du courant. Donc le flux du courant, c'est lui qui va déterminer en fait les premières, la logique du programme et comment est-ce que le programme va s'exécuter. Donc le programme va s'exécuter de gauche à droite et de haut en bas. Donc une fois que le programme a lu toutes les lignes, eh bien on va avoir fini la scrutation du programme et on va pouvoir passer à la troisième étape qui est affecter toutes les sorties. Donc en fonction de nos résultats dans les bits de mémoire de sortie, eh bien on va avoir des 1 ou des 0 et en fonction, eh bien on va allumer ou éteindre nos sorties qui y sont raccrochées. Par exemple ici, on va se demander quelle sera la valeur logique des sorties dans la table de mémoire à la fin de la scrutation du programme. Donc la scrutation du programme va commencer ici en haut à gauche et va continuer par la droite. Donc première assignation à la table de mémoire, ça va être au output 0/0. Donc ici c'est la table de mémoire de notre output. Donc à l'adresse mémoire 0, le bit 0 ici, on va avoir un 1. Ensuite, notre programme continue, deuxième ligne, et bien à la sortie ici, on va avoir un 1, okay, puisque la sortie est en surbrillance, donc on va envoyer un 1. La troisième ligne ensuite, là on regarde la sortie au 0/0 et pas en surbrillance. Donc là, elle va avoir un 0. Comme résultat de notre table de mémoire de sortie, on va se retrouver avec un 0 au bit 0 et un 1 au bit 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Là, sur la première ligne, on nous dit que la sortie 0 au 0/0 eh bien, est à 1, mais à la troisième ligne, on nous dit « Oh non, finalement, il faut qu'elle soit à 0 ». Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Quand on va mettre plusieurs fois la même adresse en instruction de sortie, eh bien, c'est la dernière qui aura tout le temps la priorité. Donc, dépendamment de votre système, il va bien falloir faire attention et ne jamais dédoubler une sortie. Puisque une sortie, vous pouvez juste l'affecter une seule fois. C'est la dernière ligne qui va être prise en compte. Donc ne jamais, jamais, jamais ici dédoubler des sorties comme on vient de le voir là. Donc comme vous venez de le voir, ici on a une sortie qu'on nous dit qu'il est à 1, mais ensuite on nous dit qu'il est à 0. Donc il va falloir faire attention et bien finalement merger ces deux lignes-là ensemble pour que la logique soit la bonne. On va regarder maintenant les temporisateurs. Donc les temporisateurs, ce sont des fonctions qui sont disponibles déjà dans l'automate de base. Ici, on a un temporisateur TON, donc un timer on delay. Donc ce timer-là devient actif quand la ligne est active. Donc ici, par exemple, quand notre F1 ou notre I 2.1/2 se ferme, donc notre contact NO se ferme, eh bien notre ligne va devenir active et le compteur va commencer à compter. Donc on va commencer à compter jusqu'à ce que notre valeur présélectionnée, donc qui est 173, fois la base de temps. Donc là, on a 0,01 seconde. Donc 1 seconde, 73, on va avoir le temporisateur. Et au bout, en fait, de 1 seconde 73, il va venir s'actionner. Et donc, quand il est done, eh bien, le contact du timer, du temporisateur, va venir s'activer, il va être done. Et donc là, la sortie qui est reliée, donc moteur, va venir s'activer. Donc dans le temporisateur, on a différentes informations. Donc le temporisateur ici, ça va être son adresse. Donc T4 2.2,
ça va être son adresse. Puis comment utiliser le fait que le timer a fini? Eh bien, on va mettre un petit slash done, dn, comme ici. Ensuite, la base de temps, eh bien, la base de temps, ça va être en secondes. Donc, soit vous mettez 1 seconde, votre base de temps, 0,01 seconde ou 0,001 seconde. Donc, en fonction, eh bien, vous allez multiplier cette base de temps par la présélection. Donc, la présélection, c'est finalement le chiffre avec lequel vous voulez multiplier votre base de temps. Donc, par exemple, ici, ça va faire 5 secondes. Donc, le timer va venir être done, donc venir activer le contact ici au bout de 5 secondes. Donc si vous voulez activer par exemple votre moteur au bout de 5 secondes, eh bien vous allez faire ce réglage-là. Et la valeur cumulative, eh bien là c'est juste le suivi en temps réel de la valeur de votre timer. Pour le temporisateur T-on, si la ligne qui est juste ici revient à 0, donc si le contact normalement ouvert se rouvre, eh bien notre temporisateur se remet à 0. On va regarder le compteur. Count up, CTU, donc pour le compteur. Le compteur, ça va être ça son adresse, c'est 5.2. Ensuite, la présélection, donc jusqu'à ce qu'on veut qu'il compte. Donc par exemple ici on veut qu'il compte jusqu'à 8. Et la valeur cumulative qui est la valeur réelle, en temps réel. Donc ce compteur ici, il va compter en fait le nombre de fois que notre ligne va devenir active. Donc il va prendre en compte en fait tous les fronts montants. Donc à chaque fois que, par exemple x1 ici, chaque fois que x1 va passer de 0 à 1, donc à chaque fois que la ligne va venir s'activer, eh bien le compteur va rajouter une 1 dans sa valeur cumulative. Et une fois que l'on a atterri à 8, eh bien le compteur va être done. Donc on va pouvoir utiliser le contact à l'adresse c5.2.2/done pour pouvoir par exemple activer une autre sortie qui est par exemple un moteur comme on a vu un peu plus tôt. Un exemple de compteur. On va avoir un capteur qui va détecter des boîtes sur un convoyeur et lorsque 5 boîtes sont détectées, le convoyeur s'arrête. On contrôle le système avec un bouton de marche et d'arrêt. On va avoir les boutons de marche et d'arrêt. Et un bouton de remise à 0 remet la valeur du compteur à 0. Donc je vous rappelle que dans une logique câblée, un bouton poussoir de marche est normalement ouvert et un bouton poussoir d'arrêt est un bouton normalement fermé. Donc quand on arrive dans la logique de notre ladder, évidemment notre contact qui rejoint l'arrêt est un normalement ouvert, puisque avec notre switch qui est normalement fermé, on envoie un 1 dans notre API en ce moment. Donc si on envoie un 1, on va avoir notre NO qui est activé. Okay. Ensuite, notre bouton de marche, vu qu'on a appuyé sur notre bouton de marche, et bien là, il va venir s'énergiser, s'activer, je veux dire. Et le compteur qui est un count up n'a pas encore atteint sa valeur de 5. Donc lui, il n'est pas encore done, donc il n'est pas encore actif. Donc le contact normalement fermé est en surbrillance. Donc là, on va avoir notre sortie qui va être en surbrillance. Et vu qu'on a un petit contact aussi qui est rejoint à la sortie ici, pour l'effet de mémoire, eh bien, on va avoir le convoyeur qui va se mettre en marche. Donc là, on a notre capteur de détection. Si le capteur détecte une boîte, il va passer de 0 à 1. Donc à chaque fois, il va venir compter
une nouvelle valeur cumulée. Et une fois que l'on a 5 watts qui sont passés, eh bien notre compteur count up va pouvoir être done. Donc là, done, eh bien, il va être actif. Il va envoyer un 1. Là, vu qu'il envoie un 1 dans sa mémoire, eh bien un 1 au niveau de notre contact, ici done, sur la première ligne, eh bien le C5 2.2/done, vu qu'on envoie un 1, il s'active. Donc quand on active un normalement fermé, eh bien il vient s'ouvrir et donc notre sortie vient se désactiver. Ensuite, du côté de la troisième ligne, on a la remise à zéro. Donc quand on appuie sur notre bouton de remise à zéro, on vient activer notre contact NO et donc on vient faire un reset de notre compteur C5.2. Donc c'est ça comment on va faire un reset de notre valeur ici cumulative. Eh bien c'est en utilisant cette petite fonction reset. Exercice 8 pour le compteur. Un témoin lumineux s'active après qu'un bouton poussoir NOA soit enfoncé 10 fois. Un bouton poussoir B, normalement ouvert, effectue une remise à zéro du compteur à tout moment. Écrire un programme ladder pour faire ce système. Mettez cette vidéo en pause pour le faire. Alors voici pour les résultats. J'ai déjà fait le dessin pour que ce soit un petit peu plus rapide. Donc pour qu'un témoin lumineux s'active après qu'un bouton poussoir normalement ouvert soit enfoncé 10 fois, eh bien on a notre bouton poussoir normalement ouvert ici qui va envoyer des 1 à chaque fois que l'on va appuyer sur notre bouton poussoir. Donc on va mettre 1 dans la petite case mémoire. Et donc pour que notre compteur compte bien, qu'on passe de 0 à 1, eh bien on va avoir un contact normalement ouvert au niveau de notre entrée, de notre bouton poussoir A. Donc à chaque fois qu'on va avoir un 1, ici, notre contact normalement ouvert va venir se fermer. Et donc rajouter un plus 1 ici dans notre compteur en temps réel. Une fois que la valeur 10 est atteinte, eh bien notre compteur va être done et quand notre compteur est done, il va pouvoir activer le témoin lumineux qu'on nous demande et ce témoin lumineux là est relié à l'output avec cette adresse là. Donc une fois que le 1 est mis ici, eh bien là le témoin lumineux va pouvoir s'allumer. La façon ici pour pouvoir remettre à zéro le compteur à tout moment, eh bien c'est en appuyant sur le bouton poussoir B. Donc quand on appuie sur le bouton poussoir B, eh bien on envoie un 1 ici. Donc ici 1 ça va venir activer notre contact XB. Et quand XB est activé, eh bien on va venir activer notre remise à zéro, notre reset de notre compteur. Donc notre compteur va pouvoir être remis à zéro à tout moment. On va avoir ce qu'on appelle des fichiers binaires. Donc les fichiers binaires servent à stocker des états qui ne sont ni des entrées physiques ni des sorties physiques. Okay, ça va être agir un peu comme un relais en logique programmée. Donc c'est vraiment des petits bits qu'on va utiliser pour faire la logique à l'intérieur de notre programme, puisque des fois on a besoin de variables qui ne sont pas forcément des entrées ni des sorties, etc. Donc ces adresses-là binaires, ça va ressembler à ça. Ça va ressembler à B3 2.0/0, etc., etc. Ça peut être B3 2.1/0. Ça va dépendre du fichier dans lequel vous le mettez. L'exemple d'utilisation que nous on va faire, eh bien c'est lors de la traduction du graph7 vers le ladder. Donc là ça va être un petit peu plus tard dans la session, mais sachez qu'on va les utiliser pour faire les traductions des
étapes et des transitions. Pour le laboratoire de jeudi, qui va se passer en synchrone, assurez-vous d'avoir téléchargé l'AVM avec RSLogix 500, puisqu'on va l'utiliser. On va voir l'environnement de programmation de RSLogix, donc des Alan Bradley. Et c'est ça, le lien se trouve sur le Moodle. On se voit jeudi.